Salut mec, vous savez ce qui se passe quand vous êtes perché là-haut, qu'il y a une machine dégueu sur la table, c'est qu'elle va passer au démontage. J'ai déjà enlevé la carreau, enlevé le poste de pilotage. Pour faire ça c'est facile, tu as quelques vis autour pour enlever la carreau, tu enlèves évidemment la roue de secours, 4 vis pour enlever le toit et tu atteins l'intérieur du véhicule. Après par là-haut il n'y a pas grand chose à faire, tu as le vario ici, tu as le moteur et le cerveau qui sont coincés en bas, et le plus simple sur le Super Ocret pour travailler dessus c'est de déboulonner complètement le châssis avant de déboulonner le reste. Et au cours de ce démontage, on va aussi parler des points négatifs. Le premier, on le voit ici, c'est le débattement de suspension. On a à peine, enfin celui-là, peut-être, ouais, tout juste 4 cm de débattement à l'avant sur une suspension, malgré la longueur d'un morteau, c'est dommage. Si tu es récal, tu vas gagner 1 cm de plus, mais tu ne peux pas l'utiliser parce que ça coince le cardan, il touche partout. Sur le Super Bajaré, c'est encore pire, les amortos sont plus courts, tu n'as que 2 cm. Quand tu lâches les gaz, l'engin pique et il prend tous les chocs directement dans la gueule sur les butées de suspension. Certains Américains m'ont dit c'est pas vrai, les butées c'est pour la tenue de route, c'est pour ça qu'il tient beaucoup mieux la route que le UDR par exemple. Ça n'a absolument rien à voir. Déjà, il a des super grosses barres stables, le Super Ocret et le Super Bajaré. Il est beaucoup plus large que le UDR et c'est ce qui fait la différence. Il est plus large et plus plat, enfin pas plus haut. Et en plus, ils ont des roues plus lourdes chez Losi, ce qui fait la différence. Les pneumatiques aussi sont pas terribles. Ils encaissent beaucoup de chocs évidemment, mais ils sont taille haute, intérieur-extérieur. Donc c'est plus quelque chose d'utiliserait sur un MT que sur un engin comme ça. Là, du profil genre short serait bienvenu, c'est-à-dire taille haute à l'extérieur et taille basse à l'intérieur, parce que ça rend le véhicule sur le goudron, l'herbe, etc. C'est vraiment pas top à rouler avec ses pneus. C'est bien juste dans le sable et la terre, sinon ça s'arrête là. Pas non plus un super grip. Franchement, ces roues d'origine n'ont vraiment pas un super grip. Donc dans les graviers hauts, tu es toujours tout de suite en train de patiner. Le variateur est fixé là-haut. Il dépasse sous poste de pilotage. Ça va, il prend pas trop de débris, mais il a quand même plein de saletés, comme tu peux voir, qui passent par là et qui vont se foutre dedans. Et le récepteur, lui, est complètement mal placé là derrière, dans un bac. Il y a donc tout qui rentre. Comme il est waterproof, ils ont jugé bon de ne pas faire de boîte de réception, ce qui est une erreur fatale. Vous l'avez vu, ça m'a cramé un récepteur. Parce que l'eau se met dans les plots. Tu vois, le pauvre petit ballon a fait un meilleur travail. L'eau se met dans les plots ici. Et on a toujours 5 volts de tension entre les plots et ça met le récepteur en défaut. Donc là, déjà, il n'y a pas bon. Vario, c'est du hobbying, c'est cool. La visserie rouille un peu moins vite que chez Traxxas, mais rouille quand même. Sur l'Osi, on n'est pas trop habitué à ce genre de choses en général, mais là c'est les RTR Losi, surtout cette gamme là, pour moi ne viennent clairement pas de chez Losi. Il y a des copies de ces engins là qui commencent à sortir chez 30 degrés Nord et chez je crois Rowan. Ils font la version du Super Bajaré en copie, ce qui est très intéressant puisque il est beaucoup plus beau que le Super Ocret d'origine. T'as la tête de travers, bouge pas. Voilà. Je te redresse. C'est bon, tu vas mieux. Voilà. C'est pas bon pour tes cervicales, hein, fais attention. Hein. Et... Et donc ces copies sont bien plus belles. Point de vue carrosserie, ils ont un vario 8S. Par contre, il y a toujours le 1200 kV dedans. Je vous déconseille de rouler le 1200 kV en 8S, surtout avec l'étagement qui aborde ces machines. Là, on a l'étagement minimum déjà sorti du carton, c'est déjà trop pour moi. Ça devrait être étagé encore un peu plus court, mais on ne peut pas, c'est le plus petit pignon qui rentre. Sur le Super Ocret Bajaré, tu peux le faire parce que tu n'as pas tu as des roues plus petites. Donc tu peux mettre un pignon plus petit et perdre beaucoup de vitesse pour ne pas tirer trop dans le moteur. Mais ce 1200 kV est clairement pas adapté. Ça, c'est un super combo. Ça, c'est le gros point fort de cette machine. Les deux gros points forts, c'est la transmission de cette machine et son setup électronique au niveau de la motorisation. On a un 780 ou 750 kV 56 par 82
Ce moteur est génial. C'est dommage qu'ils aient pas mis ça dans le Super Ocray version 2, le Super Bajare version 2. Tout comme la trappe à batterie qui est ici par en dessous. On peut rentrer 8S tranquille dans les copies et dans le Super Bajare. Tu as toujours les batteries glissées par derrière et rentrer des 8S par la trappe de derrière, tu es coincé en taille de lipo. Là, tu rentres deux grosses 4S de ce genre-là sans le moindre problème. Dans l'autre, il faudra passer sur deux gens bashing, sinon je ne sais pas comment tu vas rentrer tes batteries 4S par là-bas derrière. Hein. Franchement, c'est bien d'avoir mis un Vario 8S, mais si tu peux pas utiliser les batteries qui vont avec, ça ne va pas. Et tu fais gaffe, tu vois, là j'ai pris plein d'herbe dans le Vario, ça l'empêche clairement de fonctionner. Super électronique. Et la transmission qui vraiment ces cardans en plastique télescopique font merveille. Les croisillons ont pris un peu de jeu, ça n'a pas bougé plus que ça. Je suis super content de ces transmissions, pourtant j'ai mis des roues de 1/5 à crampons, qui sont donc plus lourdes et qui ont beaucoup plus de grip que les origines, ça s'est super bien passé. Autre point négatif, donc ça c'est le pire pour moi, hein, suspension ça passe, pneus ça passe, c'est la direction. La direction en elle-même est naze et ce cerveau direction est naze aussi. Donc tu es tout de suite bon pour passer sur autre chose. Si tu veux passer sur un cerveau 1/5, il faut acheter le support spécial pour cerveau 1/5. C'est pas prévu de le boulonner dedans. Moi évidemment j'ai modifié à la barbare. Même constat sur le Kraton, si tu n'achètes pas le support spécial 1/5, tu es coincé. Ce que je comprends pas, c'est que Arma n'est pas utilisé, puisque c'est Horizon Hobby n'est pas utilisé le matériel. Le Vario et le moteur Dynamite pour mettre dans le Kraton, en plus il est rouge. Après c'est sûr maintenant il fonctionne avec Spectrum, alors il voulait faire du Spectrum, mais pourquoi ne pas avoir utilisé tu vois, la même chose. Dans le Kraton ça serait super bienvenu. Le Kraton est un tout petit peu plus lourd que cet engin, parce qu'il est plus gros aussi. Mais quand on voit l'autonomie qu'on arrive là-dedans, en suivant le X-Max, on a une autonomie plus grande que le X-Max avec les mêmes batteries. Après quand tu appuies, il n'y a plus rien, c'est sûr, il marche un peu plus fort que le X-Max. Mais après c'est sûr, là par contre tu lamines tes lipos, c'est clair. Et en dosant les gaz, franchement il y a de quoi faire une autonomie sympa. Tu sors ta vingtaine de minutes en 5000, c'est pas mal du tout. Alors, la cage on déboulonnera plus tard. Aussi, puisqu'on en est avant de démonter le reste, hexagone de roue, son origine en 20 mm, stupide, complètement stupide de la part de Losi. Ils ont commencé ça sur le Losi R8 déjà. Donc tu étais bloqué avec un seul et unique type de roue à monter sur cette Losi. S'ils avaient fait un partenariat avec GRP OSP, cette Losi serait toujours sur le marché, j'en suis sûr. Sur le Super Bajare, c'est pareil, pneu taille unique, roue taille unique, hexagone taille unique. Donc tu peux adapter autre chose, mais tu tombes jamais vraiment sur le bon truc. Tu peux monter des Badlands, ouais, c'est pas... Puisque les sorties sont standards, c'est exactement identique au 1/8. Tu peux donc mettre des hexas de 17, des hexas de 24 ici, ça vient de Chine. J'ai acheté des hexas de 24 qui servent à mettre des 24 sur n'importe quel 1/8. Tu peux mettre ça sur n'importe quel 1/8 pour passer en hexade 24 pour monter les roues à 1/5. Évidemment, il faut que tu aies impérativement la transmission suffisamment solide pour poursuivre, ce qui n'est pas le cas de beaucoup. Ce qu'il faut aussi faire tout de suite quand tu as le Super Ocray ou le Bajare, c'est virer les disques de frein qui ne servent à rien, à part agglutiner la terre et les débris et poser problème, puisque ça reste coincé dans les jantes. C'est pas top. Mais il faut laisser par contre à l'intérieur du disque de frein, tu as une petite cale. Cette cale, il faut la laisser. C'est là, parce que sinon, il va te manquer un bout et ton cardan va se balader, ou ta tête de cardan, tu vas avoir du jeu longitudinal trop grand, le roulement va sortir, tu vas casser. Alors, là on va pas forcer, on va mettre un coup de... Est-ce que je l'ai? J'ai tourné l'atelier pour pouvoir vous faire les vidéos les mecs. Alors, dégrippant, où es-tu? Ça y est, alors il dégrippe. Bon, c'est pas grave, ça va aller très bien aussi, l'huile pénétrante. On va laisser agir. Et si ça va pas, on va chauffer. Prenez l'habitude de ne pas systématiquement forcer sur votre matos. Préférez d'abord d'autres solutions techniques.
Alors, on a coupé tous les raisons qu'il faut, c'est bon. Voilà. On va donc attaquer le démontage, comme je l'ai dit, par le dessous, pour libérer la cage. Je vais laisser la cage complète, je la déboulonnerai à part ensuite, puisque les vis sont rouillées, je vais changer toutes les vis de cette cage. Je vais me refaire ce petit recret bien proprement, avec des belles vis inox. Si ça me prend des petites rondelles à lui, tu vois. Et là-dessous, tu ne cherches pas à comprendre, tu déboulonnes tout ce que tu vois. Donc on a enlevé toutes les petites vis à part ces deux. Alors ce qui est arrivé aussi à pas mal de gens, c'est que la vis qui est ici, de l'autre côté dans le plastique, il y a un écrou dans le plastique de l'autre côté, c'est que ça tournait avec. Donc après pour réussir à le sortir, c'est mini, c'est rara, c'est la même. C'est bon pour prendre une pince, pour y accéder par l'autre côté avec une pince, pour essayer d'écrabouiller le plastique, pour réussir à sortir la vis. C'est pas top. Et l'autre point faible de cette machine, ce sont ces biellettes et ces rotules qui sont trop dures. Et on prend un jeu monstre. Tu vois, toutes les rotules se sont rapidement secouées. Le plastique est trop ferme. C'est un peu dommage. Après, évidemment, c'est un style de conduite différent, faut aimer. Tu vois, ça tourne avec, c'est ce que je te disais. Parce que cette trappe nous permet de sortir le moteur. J'ai rien réussi à faire aussi pour le bruit de la transmission, qui est absolument atroce. Même avec le temps et l'usure, ça ne s'est pas amélioré. Par contre, je n'ai à aucun moment cassé un couronne pignon à l'intérieur. Ça, c'est arrivé à pas mal de gens au début. Je ne sais pas si j'ai eu la chance d'avoir déjà une version modifiée ou je ne sais pas. La trappe lipo aussi fonctionne à merveille. C'est toujours ouvert dans toutes conditions. Et le châssis. Alors celui-là, c'est ma bête noire. Casser un châssis déjà. Oh, là on va y aller avec un autre outil. Hein. C'est les puits de direction. J'ai changé le châssis et celui-là a aussi déjà un léger pli à l'avant. Ça allait mieux puisque j'avais monté un renfort sur l'autre. Là, quand j'ai changé le châssis, j'ai pas mis de renfort. Mais je m'en suis sorti pas mal quand même. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais encore modifier, parce que là j'avais fait des trous vite fait sur le terrain, j'étais pas content parce que j'avais des problèmes sans arrêt avec la direction. J'ai percé des trous forcément comme ça, hein, pour atteindre mes vis de direction sur le terrain, ce qui a marché, je dois dire, je m'en suis sorti. Mais il faut vraiment faire quelque chose pour ce châssis là-dedans. Et aussi ce qui a sauvé donc ce deuxième châssis, c'est le fait que j'ai monté directement, donc, après la casse du premier, le bulkhead en alu hot racing. Les fusées aussi ont cassé rapidement au bout de 2-3 packs, souvenez-vous. Donc ça fait quand même beaucoup de casse au début et de choses qui n'auraient pas dû casser directement, rapidement comme ça. Le fait que la direction a lâché a causé la destruction de l'avant de la machine. La fusée a pété au bout du troisième pack. Plein de petits défauts comme ça qui ramènent le prix de la machine finalement une fois que tu l'as modifiée pour qu'elle fonctionne comme tu as envie. En gros 1200 €. Alors, ouais. Bon, j'ai encore deux vis qui me retiennent. Mon chiffon, un chiffon fond, une petite magnette. Bon. J'ai l'embout qui tourne sur lui-même. C'est encore manique à serrer cette vis à tous les coups. Voilà. Et celui-là, pour le laisser là, voilà. Tu vois, là tu as enlevé ton châssis. Et le gros point faible, c'est donc ceci.
On a ici la pliure, on a 3 mm d'alu de qualité pas terrible et on a deux trous de 4 mm exactement là, plus les fraisages. On a donc toutes les forces qui s'exercent là-dessus, c'est exactement le nez du véhicule, c'est le pire endroit pour faire ce genre de choses. Ce châssis aurait dû être 2 à 3 fois plus large, ou ils auraient dû doubler l'épaisseur sur la poutrelle centrale. Clairement, à ce niveau-là, on aurait dû mettre une deuxième plaque en dessous qui est boulonnée avec. Pour éviter ça, c'est dommage. Surtout que c'est un rock ray, c'est un engin pour aller dans la caillasse. Et forcément, quand tu montes, à un moment, tu redescends et c'est là que ça foire. Alors tu vois ce que je te disais, l'écrou, il est là. On a un petit support intermédiaire pour le moteur pour lui éviter de bouger. Alors, on va mettre le coin ici là. On va réussir à choper l'écrou. Il a bloqué sa tronche. Voilà. Alors, le moteur devrait sortir à un moment. Il est juste glissé dedans. Bon, là, il y a tout qui s'est bien branché. On va sortir la transmission complète. Comme on peut le voir, pas de saleté dans la transmission. Tout s'est bien passé. Malgré que ça n'a pas l'air de se monter spécialement étanche ni rien. À ce niveau-là, tout va super bien. Notre car là aussi, regarde. Ça, c'est le point fort depuis la R8. Ce que je disais, cette transmission vient de la R8 Losi. La R8, on l'a fait tourner en 12S. Je n'ai pas entamé et abîmé mes noix. Vraiment, ça, c'est du super matos point de vue qualité. Franchement, c'est génial. S'il n'y avait pas cette super transmission sur cette caisse, ça serait une grosse poubelle, tout simplement. Direction alu. Donc, j'ai monté une GPM qui s'est très vite dégradée. Le système sauve-cerveau est ridicule, mais parce que c'est comme ça que ça a été fait d'origine aussi. On a aussi cette pièce en plastique en bas qui arrive à casser, donc qui te dézingue la direction sur les coups. Donc là aussi, il faut passer sur la pièce en alu pour réussir à avoir une direction correcte. Moi, ce que j'avais fait aussi quand on a remonté avec le nain d'atelier, on a tout de suite renforcé la platine supérieure aussi par une deuxième plaque en alu pour les mêmes raisons que le châssis en bas. Cette plaque était complètement tordue. En mettre une neuve, on n'a rien changé puisque ça serait toujours resté aussi mou. On l'a donc renforcé avec un deuxième bout d'alu vissé par-dessus pour éviter que ça finisse toujours en accordéon là-dedans. Tout ça, c'est bien pris. Ça nage dans la gadoue. Toutes les vis sont bloquées. Je sens qu'on va s'amuser. J'espère que vous avez le temps, les mecs. Enfin, si tout va bien, la vidéo sort encore pendant la période de confinement. Alors, ce que je te dis, c'est que je vais te séparer l'avant. Et c'est ce qui va arriver. Ok. Je sens qu'il va falloir sortir les extracteurs. Alors, ces petits extracteurs là se trouvent sur Amazon pour une vingtaine d'euros. Vous mettez tout simplement extracteur 6 pans. Quand vous cherchez quelque chose sur le net, ne mettez pas des phrases complètes, laissez tomber la langue française. Mettez juste des mots clés basiques et vous allez voir que vous allez trouver plein de choses intéressantes. Alors, pour faire ça, il faut être sûr que l'engin pose un plat en bas sur du dur, pas sur une pièce qui peut casser quand tu tapes dessus. On pourrait maintenant par exemple mater la vis avec le chasse.
mater les côtés. Bah, je vous laisse parce que c'est une livraison et c'est peut-être un gros lot de carrosserie incassable. Salut les mecs. Bon, on y retourne. Ce sera peut-être en 2 épisodes, donc salut à tous. Si c'est en un seul épisode, bah, je vous aurais dit 2 fois ça. Alors, ça, tu mets dans la vis et tu tabasses. Et vache que cette vis est bien prise dedans. En plus, après, c'est vrai que je suis de l'autre côté dans du mou. Je n'ai pas de surface d'appui propre où je peux taper dessus. On va donc essayer de caler ça mieux. Sinon, on va virer la cage. Tiens, parce qu'il n'y a plus grand chose qui tient la cage, on va se virer la cage, on va se faire de la place à ce niveau-là. On va déjà enlever tout ce qu'on peut enlever. Si je retrouve mon embout. Hop. C'est toujours le problème des vis qui sont captives dans des puits, c'est que la flotte et la terre restent dedans. Est-ce que ça suffit pour sortir? Ouais! Alors. Évidemment, ce genre de construction est toujours plus compliqué à démonter qu'un simple buggy ou truggy standard. Nous avons une cage qui est cassée. Voilà, la transmission qui est sortie. Voilà. On va séparer juste encore les amortisseurs pour séparer le train arrière. On va les prendre avec. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est voir l'intérieur de la transmission. Donc, on a passé beaucoup de packs. J'ai arrêté de les compter à un moment, évidemment. Toujours. Et on va voir à l'intérieur du diff ce qui se passe, puisque le diff central, lui, s'est complètement libéré. Donc soit il a fini, soit lui, il est définitivement cramé à l'intérieur. J'aimerais aussi virer l'autobloquant de l'arrière. Le problème, c'est quand ça se verrouille, le machin il part dans tous les sens. De toute façon, il glisse déjà assez, il n'y a pas besoin d'un autobloquant à l'arrière. Les bras de pont ont tenu bon, sont solides. J'ai eu 2 casses de roulement dans les fusées arrière. Donc à ce niveau-là, il a peut-être fallu mettre des roulements un peu plus gros, parce que c'est sûr que ça prend tous les chocs. Les jantes d'origine, il y en a une qui a lâché. Voilà. Alors, on va
va laisser la cage tranquille. On se met en place. On va enlever ce qui ne nous sert à rien. Très bien. Nous allons attaquer par la partie centrale. On va ouvrir la transmission principale et ouvrir le diff. On va donc enlever le cardan. Cardan ou arbre de transmission, appelez ça comme vous voulez. Toujours plusieurs façons de parler de la même chose. Donc comme je le disais, cardan, je suis très satisfait. Tu vois, les croisillons ont pris un tout petit peu de jeu mais rien, et le plastique n'a pas bronché. Pourtant c'est creux, mais il encaisse sans problème ce qu'on fait subir à la machine. Alors, tout comme la R8 et le superbe Bajaré, les vis, pas les vis, pardon, je vais parler des roulements de cette machine, ne sont pas étanches. Ce sont des double Z. Après, comme j'ai dit, c'est comme pour Arma, ça fait le boulot. Ce qui fait que c'est pas étanche, permet aussi évidemment à l'inverse de l'huiler. Donc après les runs, tu balances régulièrement de l'huile dessus. Ces roulements dureront tout aussi longtemps, si pas plus, que les roulements étanches. Roulement étanche que tu devras ouvrir pour réussir à huiler comme il faut. Voilà. Transmission principale, nickel. Le pignon pas souffert. Et maintenant, on va voir dans le diff. Bouge pas. Roulement. Un peu fatigué. Quand même, hein. Ça gratouille. Donc là, on va faire gaffe. Ah, c'est bon. Ça serrait trop fort, on va se prendre un bac supplémentaire. Faire gaffe aux joints. C'est bon, il est mort, on le changera. Et là-dedans, oh la vache, renifle-moi ça, schnouffe-moi ça, c'est complètement cramé à l'intérieur. Fapu, ce sont bien des diffs à glissement limité. On va vous faire un petit rappel de comment ça fonctionne ces diffs à glissement limité. Tu as en fait au dos du satellite un empilement de plaquettes. Le satellite, bon là maintenant ils ont fait en croix, il y en a qui font que en carré, hein, simplement une portée qui permet à une des deux pièces, il y a 4 pièces empilées là-dessus, il y en a 2 qui tournent et 2 qui ne tournent pas. Tu vois, les petites plaquettes là, elles tournent. Quand ton satellite tourne, entre ça, il y a une plaquette ou 2 qui ne tournent pas. Donc, quand il se passe ceci, tu vois, regarde ce qui se passe avec les trous, je vais te montrer. Ça va le faire tourner. Tiens, tourne, on te dit. Voilà.
Tu vois, ça bouche les trous. Tu crées une émulsion d'huile et la pression d'huile que tu crées à ce moment-là va écarter les plaquettes et va freiner le satellite. Et c'est le satellite donc, qui freine, qui durcit le diff. Parce que plus les satellites vont durs sur leurs axes, plus le diff se raidit tout simplement. Alors c'est pas aussi efficace, tu n'arrives pas au blocage complet comme c'est qu'avec un différentiel tactile ou un torsem. Et ça se débloque pas non plus aussi vite. C'est pas au moment où tu lâches tes gaz, avec, par exemple avec un diff tactile ou un torsem, au moment où tu mets un petit coup de frein, ça se débloque et ton diff est nouveau libre. Là, quand tu relâches la pression, le temps que la pression s'évacue, bah, tu as déjà fini de ralentir en fait. Hein. Donc c'est pas aussi rapide en réaction, c'est plus proportionnel et tu n'arrives pas au blocage complet. Et regarde-moi ça. On a tout caramélisé là-dedans. D'origine, par contre, tu vois, l'huile était déjà bien épaisse à l'intérieur. Donc moi, je vais laisser tout ça se vider tranquillement. Nous, on va, entre-temps, on va laisser ça de côté. On va ouvrir le moteur. Après, lui, il est relativement bien protégé, là. Le carter arrière est fermé. Donc, non, pas de risque pour le roulement arrière. Et le roulement avant, lui, il est bien protégé puisqu'il est dans la boîte. Il faut enlever le pignon d'abord. Hop. Ici une bonne tonne de lock kit. On va faire doucement. Bon, ça force, c'est pas la peine d'insister, sinon vous allez casser le rotor. Dans ce cas-là, on est obligé de passer par le chauffage, le réchauffage de la chose. Les roulements du pignon principal pour la réduction. Ceux-là sont impeccables. Ça, c'est ce qui manque. Par exemple, sur l'Arma Creighton 6S, une petite boîte de réduction. Arma avait aussi à disposition donc, de la part de Losi cette boîte de réduction là. Je ne sais pas pourquoi non plus, ils ne sont pas allés utiliser cette boîte de réduction qui était déjà dispo. Vous pouvez monter en fait toute cette partie du super retrait, donc le combo et la réduction et la transmission dans ce Creighton. Ça aurait clairement diminué les coûts. Ouais, je pense qu'ils voulaient faire une machine à leur sauce, ce que je comprends aussi. Je suis certain qu'ils vont nous rectifier le tir pour gommer les erreurs. C'est un moteur X-Team. C'est pas du Castle ni du Obuing, tu vois. Les aimants sont loin d'être des aimants néodymes. Ça a un avantage, c'est que le moteur arrive facilement monté dans les tours et qu'il consomme moins qu'un moteur avec des aimants balèzes, évidemment, parce que les aimants luttent contre. Enfin, il faut plus de force électrique pour faire tourner un rotor dans les aimants plus balèzes. Par contre, il gagne en couple. Mais là, sur cet engin-là, c'est un très bon choix. Je veux dire, comme dit, je suis super content de ce moteur. On va sortir complètement le BTR. Et on va sortir le Falubo. Où est le Falubo? Petit chalumeau à crème brûlée. Ça marche aussi avec un fer à souder, c'est un fer à souder assez balèze. Tu le poses sur le pignon et tu laisses faire. Voilà. Et tu chauffes. Pas trop près, ça coupe la flamme. Tu enlèves évidemment ce qui peut brûler. Tu enlèves la bouteille de gaz à côté de là où tu bosses. Tu prévois d'avoir chiffon et pince ou gants à côté. Idéalement, tu as des lunettes de protection aussi.
T'as jamais des vêtements synthétiques quand tu bosses. Avec des flammes ou de l'électricité. Chauffe tout le pignon parce que la loctite s'est répandue autour. Ça tient partout. Tout va bien. Bien vu, Mani. Ça sent le cochon ici. Je vérifie qu'il n'y a pas un deuxième BTR au cas où. Parce que chez Oba où ils font des pignons avec deux BTR, faut se méfier. Arma aussi d'ailleurs. Tiens bien, hein. Après aussi c'est un gros pignon, il faut le temps que la chaleur arrive en haut. Faites gaffe après, il n'y aura pas que le pignon qui sera chaud. Il y a aussi l'arbre moteur. Faut pas chauffer trop parce qu'à un moment la chaleur va descendre dans le roulement, tu vas cuire la graisse ou l'huile qui est dans le roulement. Voilà. Tiens, va faire ta vie par là-bas. Reste-nous tranquille. Hop. Ah bah oui, bien vu Mani. T'avais mis des écrous de l'autre côté, donc ça sert à rien de forcer là-dessus. De toute façon, ça tenait rien. C'était uniquement le renfort qui était maintenu là-dessus. Les deux seuls vis qui servent à quelque chose sont ces deux-là qui tiennent le petit renfort là. Et donc ce petit support. Donc moi je vais commander évidemment maintenant le support 1.5. Je vais commander une direction. Ça c'était du GPM. Elle est complètement matée, écrabouillée la direction. Regarde-moi ça. Tu vois, ça c'est complètement maté. Donc je vais mettre une direction au tracing. Je crois que c'est les seuls qui font encore de l'alu à part un GPM. Même si je me demande parfois ça vient pas du même endroit. Nous, on va s'ouvrir le moteur. C'est un moteur aussi qui, je pense, qui ferait merveille dans le X-Max. Alors. On va enlever le reste de l'octite. Tu vois, toujours quand tu enlèves quelque chose, un emmanchement, tu fais gaffe. Tu forces pas sur l'emmanchement. Il faut nettoyer proprement, si bien sûr le morceau dépasse, pour pouvoir nettoyer. Et après ça part tout seul. Roulement moteur impec. Ouais. Nickel, la pas rouillé. Le rotor par contre ne sort pas par devant. On a le film qui nous dérange. On va voir si on peut sortir le carter arrière. Faites toujours gaffe de ne pas forcer longitudinalement sur un axe moteur par rapport à l'aimant. Sinon on risque de déchausser le rotor de l'axe.
c'est du beau rotor, hein. Nickel, les roulements vont bien, rien à mocher. On a un petit peu de poussière dedans, on n'a pas d'oxydation, malgré la flotte et tout, donc ça c'est cool. Donc on va mettre ça de côté, on va le nettoyer aussi à fond. Le Kevlar n'est pas abîmé. Si vous avez des moteurs dont le Kevlar est abîmé, vous contactez la chaîne YouTube RC Patapouf, il vous donnera la marche à suivre pour lui faire parvenir le moteur. C'est fabriqué de quoi remettre du Kevlar dessus. C'est bien pratique pour vous sauver un moteur. Parce que sa manip est bien moins chère évidemment que si... Enfin, si tu trouves le rotor ça va, mais dans plein de cas tu ne trouves pas le rotor. Donc c'est vite compliqué de réparer un moteur. Lui c'est bon, il a refroidi. Ok. Alors. Attaquons le diff arrière. Alors, le diff arrière, pour le sortir, il faut séparer uniquement cette partie du pont, normalement, et les cardans. Parce que les cardans sont emmanchés dans les noix, il faut donc reculer les cardans de chaque côté pour libérer le diff. Perso, je préfère les carters en demi-coquille, comme sur le Fox. Je ne vais pas ouvrir tout de suite parce que je vais d'abord dégager ce côté-là encore. Tu vois, ça a marché. Lui, il a fait son boulot. Bon, on a encore de la rouille dedans, donc on va passer à mon outil préféré. Hop. Alors, ensuite tu enlèves donc les porte-roulements avec le bon outil. Sûr, quand je les aurais tous essayés, j'aurais forcément eu le bord dans les mains. On va profiter pour se débarrasser du bras de pente. Normalement, on ne prend pas une pince pour tenir un écrou, mais comme je change tout mon kit de visserie et que c'est le mien, je fais ce que je veux. C'est le loisir, c'est à toi, tu fais comme tu as envie. Si tu es au taf, tu fais pas le kéké, tu prends la clé qui va bien. Les amortos, tout se passe bien. Il manque un peu d'huile. Tu vois, ça c'est ce qui se passe quand il manque d'huile. Ton amorto est bien dur, mais en fin de course, il a du jeu, tout simplement. Parce qu'il n'y a plus d'huile à l'intérieur. Le roulement qui est planqué derrière l'arbre central est en super état. Là je suis étonné parce qu'il est quand même très exposé, mais la noire du cardan est plus grosse que l'embase du roulement et protège donc le roulement des projections. Ça c'est super. Ceux qui ont morflé évidemment, c'est ceux-là.
dis-moi tout. Alors ça ne tourne pas dans l'emmanchement. Je veux pas forcément voilà. Là ça a chauffé, ça a fondu un petit peu. Tu vois, le roulement a commencé à se sortir du moyeu. Ceux-là je les avais déjà changés. Il y a déjà 2 roulements étanches, ceux-là sont encore bons. L'autre côté c'est encore origine. Les roulements ont été détruits parce qu'il y a des choses qui se sont enroulées derrière le moyeu et qui ne sont pas sorties. Et là aussi, tiens, j'ai oublié de te montrer l'autre. Regarde, l'état des noix, c'est impec. Ils ont utilisé de la grosse ferraille et en plus elle a été durcie dès le départ. Ils n'ont pas fait la même erreur que Hobbytech et Apsima, etc. ou Coralie. Sors de là, t'as vu? Carrément. Regarde-moi ça, exemplaire. Franchement, cette transmission depuis la R8, là, elle est géniale. Bon, manque un. Il est sorti. Non, c'est quoi cette histoire? Il est là. Ok. À nous deux. Voilà, on va essayer de l'ouvrir sans blesser le plastique. Voilà. À l'intérieur, tout se passe bien. Roulement nickel. Pas d'usure du pignon. Ça, ouf, ça a fauffé, mais ça va. Et le diff marche à merveille. Roulement nickel. Évidemment là, pour que de l'eau arrive jusqu'ici, il en faut. Par contre, il y a de l'eau qui arrive jusque là, regarde. Après, moi j'ai fait le goré évidemment dans le champ bien boueux, et puis c'est le lavage, sans le démonter, mais dedans, franchement, impeccable. Les 3 diffs de cette machine d'origine sont réglés très dur au niveau des huiles, en plus avec le glissement limité. Là aussi tout va bien. C'est dégueu. Ah la vache, ça pue. Ok, donc définitivement pas d'usure, de mauvaise surprise au niveau de la transmission. Et on va attaquer l'avant. La bête noire de cette machine, cet avant fragile. On a un pare-choc qui est trop faible, on n'a pas de skid plate pour protéger sous le châssis, on a la plaque de châssis qui est trop étroite ici et qui casse, on a le bulkhead qui est dans un plastique définitivement trop dur qui éclate, et la honteuse direction de l'OSI. Alors ça c'est vraiment... ouais, ça c'est vraiment le machin qui a rien à faire dans cette machine. C'est une direction pour un MT 1.8, mais certainement pas pour un engin de 10 kg.
Alors là, les vis dépassent, donc c'est pas la peine de chercher de midi à 14. Tu prends ta lamelle et tu entailles. Plus de piles. Alors, t'entames quand même bien au milieu et tu fais gaffe de ne pas entailler trop loin. Le but, c'est pas que la tête de la vis casse et que tu te retrouves à extraire le reste. Ensuite, dans ce genre de cas, si c'est une vis sans importance ou qu'il y a un écrou de l'autre côté, tu peux évidemment tailler la tête ou couper l'arrière de la vis pour sortir. Là, je vais quand même récupérer les écrous qui sont déjà inox. Ensuite, tu prends ton embout plat et tu sors les vis. Voilà. Donc cette direction qui est complètement la loose. On n'a pas de bras de sauve-cerveau, enfin de bras de cerveau ici réglable, de biellette de direction réglable. Donc avec la Spectrum qui est livrée d'origine, tu es déjà un quart sur le réglage d'un côté. Donc il te manque un quart pour tourner de l'autre sens, ce qui est complètement nul. La corne de cerveau est plus ou moins spécifique au niveau de la taille. Tu vois, là j'ai mis un cerveau 1/5. On a l'arrière de la corne qui passe juste à ras du corps, ça a frotté le corps. Donc là aussi il faudra faire le nécessaire pour décaler ça, pour pas que ça se reproduise, parce qu'à force ça le fait forcer, à force ça le fait forcer, ça va pas. Et ceci est le cerveau qu'ils ont mis dedans, le sauve-cerveau. Tu vois, tu as le petit écrou ici qui comprime le ressort. C'est une pièce ridiculement petite, donc peu de portée. Tu vois, l'alu GPM c'est complètement maté en quelques packs, hein. Je crois que j'ai fait une dizaine de packs avec cette direction, c'est vraiment la loose. Enfin, un système que je n'arrive pas à comprendre. Et l'autre bête noire, ce sont ces deux vis qui ne cessent de se desserrer. Tu vois, là, elle est desserrée. Et ensuite, elles vont buter sur le châssis et te bloquent la direction. Alors, ça m'est déjà arrivé avec les vis dans le plastoc, dans la direction plastique d'origine, qui d'ailleurs éclate ici, hein. Ça, c'est au bout d'un pack ou deux, ça m'est arrivé, ça a carrément éclaté en deux. Et tu vois, le support, j'ai triché. Je l'ai coupé en deux et ensuite j'ai monté un peu de travers dedans pour réussir à monter mon cerveau 1/5 à bord. Donc là je vais encore devoir acheter un adaptateur de cerveau 1/5, 40-50 €, une nouvelle direction alu, encore 50 €, celle-là avait connu aussi à peu près 50 €. Le carter de diff avant avait coûté une cinquantaine d'euros, les fusées avaient coûté 25 ou 30 €, le cerveau 70 €. Tu vois, ça commence un petit peu à chiffrer quand même. Ensuite, il y a eu des casses pas très graves, hein. Le bras de suspension supérieur sur un crash, ça c'est fatal. Le châssis, c'était une cinquantaine d'euros. Le châssis qui s'était plié comme du beurre déjà au départ dans une petite ornière et qui a ensuite fini par mourir totalement enfin, évidemment contre un gros poteau. C'est sûr. On a la tourelle de suspension avant qui est légèrement craquée. On a un bout de la cage qui est craqué. J'ai fait le sauvage, mais pas ce que je fais avec le X-Max quand même, et on a quand même plus de casse. Après, c'est un engin super sympa à rouler, c'est très agréable, et c'est pour ça que je vais le refaire entièrement, parce que j'aime cette bagnole. Franchement, je suis super content. Alors, on va pas ouvrir l'avant, parce que je l'avais déjà ouvert pour changer le bulkhead. Enfin, moi, je vais le démonter à part, mais je vais pas vous montrer, ça sera pas en pire état que l'autre, puisque j'avais déjà regardé dedans quand j'ai changé donc, le bulkhead avant, alors que les autres n'ont pas encore été ouverts. Ce sera forcément dans le même état à l'intérieur, le diff fonctionne très bien et l'huile doit être bien cramée dedans. Et à l'avant, la noix, pareil, pas d'usure spéciale, et l'axe de cardan un tout petit peu maté, mais sans plus. Franchement, cette transmission c'est vraiment, et ce style de conduite, c'est vraiment ce qui fait que je vais garder ce véhicule.
Si la transmission était pas de taille ou autre, non, moi c'est sûr que j'aurais pas gardé. Après, il n'y a pas tout le monde qui roule comme moi, c'est sûr. Mais moi, j'aime bien avoir des gros engins pour avoir des grosses gardes au sol, pour faire du gros franchissement, pour faire le gros goret. Et du coup, il faut que ça tienne. Si tu te retrouves avec une 1/6 ou une 1/5 qui n'est pas plus solide qu'une 1/8, ça ne te sert à rien. Dans le gros terrain. Parce que là, tu fais l'inverse, tu prends une petite qui est plus légère et tu passeras moins parce qu'elle est plus légère. Mais la sensation de conduite, la motricité qu'on a avec les grosses bagnoles, si vous n'avez pas eu l'occasion d'essayer, essayez. Trouvez-vous un moyen d'essayer une grosse échelle, vous verrez. Tout le monde n'est pas à l'aise avec une grosse échelle parce que justement c'est lourd, c'est pâteux. Quand tu dévies de ta trajectoire avec une caisse de 15-20 kg, c'est pas la même que quand tu dévies de la trajectoire avec une caisse de 5 kg. Ça, c'est certain. Ce renfort-là, je vais le remettre parce qu'il a vraiment servi. On n'a plus bougé ici sur l'avant. Le châssis s'est déformé un tout petit peu sur le nez. Je ferai aussi un renfort en dessous, ça c'est sûr. Comme j'ai le carter alu ici, ça m'aide énormément. Avec le carter plastique, c'est pas la peine, il éclate directement sur les impacts. C'est vraiment une catastrophe. Voilà. Donc pas de surprise sur les usures, peu de casse sur les plastiques. Et à part les points négatifs qu'on connaissait déjà depuis le début. Parce que les 5 premières sorties, non les 3 premières ça s'est bien passé dans la prairie quand c'était tranquille. Et dès qu'on est sorti de la prairie, commencer les problèmes dans la forêt ou dans la caillasse, alors que c'est bien, ouais, c'est le super rock, ouais, c'est fait pour aller dans la caillasse, c'est du gros tout-terrain. Et c'est exactement là qu'il ne s'en sort pas du tout, du tout, du tout. Salut les mecs, bonne journée. Je sais pas si je vais mettre tout ça en une seule pièce, ça risque d'être un peu long. Mais bon, comme ça au moins c'est fait. Et si je vous le mets à plusieurs reprises, ça va peut-être être barbant aussi de regarder chaque épisode. Après, d'un autre côté, par contre, ça permettra à chacun de s'en sortir mieux sur les phases de démontage. Si je sépare l'arrière, l'avant, la cage, tout ça. Mais ouais. J'ai déjà pas prévu comme ça au moment de démonter, donc ça va être. Je crois pas que je vais m'amuser à passer dans le montage. Salut les mecs.